Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va parler de transport de particules en milieu infini. Bien trouvé. J'y avais même pas pensé. La capture. C'est pour ça du matin, c'est vrai. Faut essayer de motiver cette amphi. Bon, ça c'est fini les exercices. Voilà. Et maintenant on va passer à des trucs carrément plus stylés. Donc, le transport de particules en milieu infini, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un nom assez compliqué pour dire quelque chose de simple. C'est juste en fait des particules qui se déplacent sans avoir de limite en fait. C'est pour ça qu'on dit en milieu infini, c'est juste dans un truc assez grand pour se dire qu'elles ont pas d'obstacle. Quelque chose d'assez énorme en effet. Donc maintenant on va attaquer par des bases, vraiment des bases. Donc qu'est-ce qu'une solution? Une solution diluée. Donc une solution diluée, c'est de l'eau avec des trucs dedans. Et des trucs qui sont en assez petit nombre pour être jugés isolés les unes des autres. Voilà, donc on considère qu'il n'y a pas d'interaction entre ces particules et que les seules interactions qu'elles ont, c'est avec le solvant dans lequel elles sont. Après, on va attaquer une deuxième notion que vous connaissez par cœur, qui est la concentration. Qu'est-ce que la concentration? Il y a deux manières d'exprimer, soit vous exprimez ça en molécules par mètre cube, ou en mol par mètre cube, tout ça pour dire que c'est toujours N sur V. Donc c'est un nombre par unité de volume. Ça c'est très important, les dimensions des équations c'est très important. Et avec ça vous pouvez pratiquement tout retrouver et éliminer certaines propositions le jour J si je veux dire. Tu préfères? J'ai juste un petit point à vous transmettre sur ce moment-là du cours. Ah ouais. C'est que certes C est égal à N sur V, mais en fait N c'est aussi égal à C fois V. Voilà, c'était le point un petit peu tendu de ce cours parce que souvent la transformation est un petit peu difficile à faire. Ah bah oui. Toute ma P1, je me suis entraîné à soulever des tableaux. Donc là, ça peut vous paraître totalement stupide, mais vous allez voir dans la suite du cours, on se sert de la deuxième expression, et des fois ça paraît pas logique de se dire que n est égal à c fois v, parce que on apprend souvent des formules comme ça par cœur, comme une poésie, et des fois on pense pas à les modifier, à s'en servir dans d'autres sens. C'est comme si je vous dis, vous connaissez la formule PV égale NRT. Voilà. Si je vous dis PV sur RT est égal à N, ça sonne déjà moins bien. Donc après, si dans un exo on vous demande un jour de trouver N, et que vous avez P, vous avez V, vous avez R, vous avez T, bah, pensez juste à cette formule, même si elle n'est pas écrite sous la forme de PV égale NRT comme vous le récitez depuis si longtemps. Ouais, mais moi je préfère vous le dire parce que... Au moins j'ai appris quelque chose. Non mais le truc c'est que je préfère vous le dire, parce qu'on m'a demandé de vous le dire, et que ça peut vous débloquer dans les exercices. C'est juste ça. Après, si tu penses que t'es pas con et que de toute façon t'as compris la physique, voilà. Après voilà. Pour la suite. Maintenant, on va parler encore de généralité sur ce qui est des flux de particules. Qu'est-ce qu'un flux de particules? Tout simplement un débit, mais ça vous avez vu ça dans les autres cours. Donc, normalement au niveau du débit, vous êtes au taquet. Donc le débit, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre de particules par unité de temps. Donc sa dimension tout simplement c'est du t-1. Voilà. Retenez bien les dimensions de chaque grandeur parce que ça peut vous sauver la vie le jour où vous en aurez besoin. Mais maintenant, on va introduire une nouvelle notion qui est la densité de flux.
Donc la densité de flux, comment ça s'écrit? C'est le vecteur petit j. Et qu'est-ce qu'une densité de flux? La densité de flux, c'est le flux divisé par une surface. En fait, pourquoi on a mis en place une deuxième notation? C'est tout simplement pour pouvoir comparer les valeurs. Et en fait, je vais vous dire normaliser la valeur, mais c'est un petit peu abstrait comme terme. En fait, dites-vous bien que s'il y a des expériences qui se passent dans plusieurs endroits dans le monde, quelqu'un qui fait son expérience dans sa cave, dans un petit bocal, et qui trouve un flux de tant de particules par seconde, et qu'aux États-Unis, dans un laboratoire énormissime même, avec des énormes cubes, il va trouver un débit qui sera 1 million de fois supérieur. Qu'après, est-ce que ça veut dire que les particules circulent plus vite aux États-Unis que dans le mec dans son laboratoire, chez lui, dans sa cave? Peut-être pas que... Bref. C'est pas beau, ça... Non, vous allez faire des cauchemars après. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ils ont déjà assez peur, vous gueulez tellement, je pense que... Mardi, j'ai à peu près la moitié de l'amphi qui sera là juste pour me déchirer la gueule. Donc si vous pouvez me donner un avant-goût, ce serait cool. Tu seras en quelle amphi? Aucune idée, je suis la section A. D'accord, donc en fait, ce vecteur densité de flux... toujours la fin de ton développement. Il n'y aura pas de fin à mon développement. Non, il n'y aura pas de fin. Tu viendras poser tes questions à la fin. D'accord? C'est très bien ce qui se passe dans les caves, d'accord? Malheureusement. Donc tout ça pour vous dire qu'une densité de flux, c'est là pour pouvoir comparer des valeurs et avoir un aspect comparatif pour l'expérimentation. C'est juste pour ça. Ça permet de comparer. C'est juste un outil comparatif. Voilà. Donc ensuite, on va introduire un autre terme qui est l'équation de continuité. L'équation de continuité, c'est assez flou. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, équation de continuité? Ça veut juste dire que la matière se conserve dans le temps et dans l'espace. En gros, on ne va jamais perdre de matière. Donc pour créer cette équation de continuité, on va s'intéresser à deux aspects de l'expérience. Donc déjà, on va considérer un cylindre à une dimension. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc vous avez votre cylindre. Vous avez un axe directeur selon UX. Ici vous êtes en X. Ici vous êtes en X plus DX. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre schéma, on va s'intéresser à deux parties de l'expérience. Donc il y a l'aspect spatial et l'aspect temporel de l'expérience. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'aspect spatial, ce sera selon X, l'aspect temporel, ce sera selon le temps. C'est encore là un point assez compliqué dans le cours à assimiler. Donc ensuite, là, dans notre cylindre, on va s'intéresser à la variation du nombre de particules dans l'espace et dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'une variation de particules? Tout simplement un dn. Où est-ce qu'ils vont tous les deux ensemble? Donc voilà, la variation d'un nombre, c'est la différentielle de ce nombre. Donc après, pour ce qui est du niveau spatial. Au niveau spatial, pour savoir le changement du nombre de particules dans ce cylindre, on s'intéresse tout simplement à ce qui va rentrer. Il est moins le quart, c'est l'heure du... Et dans 5 minutes. Voilà. En gros, on va s'intéresser à ce qui rentre dans le cylindre, au nombre de particules qui rentrent dans le cylindre,
auquel on va soustraire le nombre de particules qui va sortir du cylindre. Donc ça c'est tout simplement c'est le vecteur j de x en t moins le j de x plus dx en t. Donc après il faut rapporter ça à la surface puis au temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, pour l'aspect spatial, en fait, ce qui varie dans le flux, c'est les x. Donc, on se place en situation où on a un nombre de particules qui rentrent dans le volume qui est j de xt fois s fois dt, et un nombre de particules qui sort de ce volume qui est de j de x plus dx s fois dt. Je vais supprimer ça et ce sera beaucoup mieux. Donc après, est-ce que vous comprenez comment je suis passé d'un nombre de particules qui rentrent dans un volume au vecteur densité de flux? Ou est-ce que vous voulez que je développe ça? Oui, je développe? Ok. Donc, pour ce qui est du développement, tout à l'heure, je vais me mettre là. C'est toi qui es sale. Ok, donc on cherche le débit, le grand J entrant. Qu'est-ce qu'un débit? C'est un nombre de particules qui entrent sur une unité de temps. Donc le J entrant, c'est égal à N entrant sur le temps. Ici, on va prendre vu qu'on s'intéresse à des quantités infinitésimales, c'est ça? Je l'ai bien dit. On va prendre un temps dt, juste pour signifier que c'est un temps très court. Ensuite, on va faire ce que j'ai fait tout à l'heure, qui était assez compliqué, c'est qu'on va passer le n de l'autre côté. Donc n entrant, c'est égal à j entrant fois le temps delta t. Ensuite, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que le vecteur petit j, c'est égal au vecteur grand j, à grand j sur s. Donc, on va tout simplement remplacer, et on a n entrant est égal à petit j de x fois la surface fois le petit temps qu'on a tout à l'heure. Et là, on trouve à peu près ce qu'on trouve là. Sauf que après, on va... Là, si on fait après... Si on fait pareil avec les n sortants, on va trouver j de x plus dx fois s fois dt. Donc après, quand on va soustraire les deux, on va très vite voir la factorisation en s dt, ce qui va nous donner l'expression qu'on a ici. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous comprenez mieux d'où ça sort, ces expressions assez bizarres? Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va écrire la variation du nombre de particules. Donc la variation du nombre de particules, c'est ce qu'on a ici. Donc est-ce que vous voyez tous ou pas? Il faut que j'écrive en plus gros. C'est bon? Ok, donc maintenant qu'on a cette variation du nombre de particules, on se rappelle du développement de Taylor qui est tout en haut. Et on a que le dn est égal à moins la dérivée de j par rapport... Il est moins 10, c'est l'heure du... Pastis! Merci. Donc maintenant, on a le dn qui est égal à moins la dérivée partielle de j par rapport à la dérivée partielle de x fois dx fois s fois dt.
c'est bien, c'est bon. On retrouve sur la diapo, donc je suis plutôt content. Passons à maintenant la dimension temporelle. Parce que pour ce qui est, on a trouvé une expression de dn. Mais après, il y a une autre expression de dn à laquelle on peut penser. C'est que une variation de nombre de particules, c'est le nombre de particules qu'il y a après, moins le nombre de particules qu'il y a avant. Donc, ouais, c'est ça, c'est n de x t plus dt moins n de x t. Et ceci, comme on vient de le voir, c'est égal à moins la dérivée. Non. C'est égal à la dérivée partielle par rapport à t fois dt. Maintenant qu'on a ça, il y a un problème? Non, c'est bon. Donc maintenant qu'on a ça, on a deux expressions de dn. Donc vu qu'on a deux expressions de dn, on peut créer une égalité. Donc, on a dn qui est égal à la dérivée de n par rapport à t dt, mais qui est aussi égal à moins la dérivée de j par rapport à x dx s fois dt. Donc maintenant qu'on a cette expression, on la regarde vite fait parce qu'elle est quand même super jolie. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant. Donc maintenant, il y a quelque chose qu'il faut réussir à repérer. C'est que ici, le facteur qu'on a là, c'est une surface fois une hauteur. Donc qu'est-ce que c'est l'autre? C'est un volume. Donc déjà, on a réglé cette partie-là du problème. Donc là, on a un volume. Ensuite, il y a une autre chose qu'on remarque assez simplement, c'est que les dt peuvent s'en aller. Donc ça nous donne une expression déjà beaucoup plus pluvable. Mais c'est pas terminé, parce qu'il y a encore des choses à faire sur cette expression. Donc une fois qu'on a un dv ici, mais on n'en a pas de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On divise des deux côtés par dv. Donc allez, c'est parti. On fait dn est égal... Non, pas. C'est ça là. Donc, on a notre dérivée partielle par rapport à n, par rapport à t, fois 1 sur dv est égal à notre dérivée partielle de j par rapport à x. D'accord? Et là, ce qu'on peut... Donc à moi. Ce qu'on peut repérer maintenant, ce qu'on repère, c'est que il y a un n sur un v, et qu'est-ce que n sur v? On l'a tout à l'heure, c'est la concentration. Donc on arrive à une équation qui est tout à fait très importante, parce que là encore les profs l'adorent. C'est l'équation de continuité. Donc je vais la noter et je vais l'encadrer parce qu'elle est très jolie. Et prenez des photos aussi si vous voulez. Voilà l'équation de continuité qui justifie qu'on n'a pas de perte de matière dans une conduite. Il était moins 10 tout à l'heure ça? Ça termine à quelle heure? Vous savez ou pas? C'est ton cours, pas le nôtre. Et c'est vous qui avez l'emploi du temps, pas moi? Non, c'est pas vrai. Donc, on va attaquer, maintenant qu'on a vu cette histoire de continuité,
on va attaquer une deuxième partie de ce cours. Enfin, qui ne va pas s'en éloigner beaucoup, mais qui justifie en fait les mouvements de particules dans l'espace. Donc, il faut savoir que les mouvements de particules sont créés par deux types de mouvements physiques qui sont la diffusion et... Diffusion, tu dis fusion. La fusion. Ah, tu veux. Je viens de saisir, merci. Donc, on a la diffusion et l'entraînement. Ce qui est important de savoir, c'est que la diffusion est toujours présente. Quelle que soit la solution, il y aura toujours de la diffusion. L'entraînement, ça peut être optionnel. D'accord, donc ça, c'est le premier point important à retenir, c'est que l'entraînement n'est pas forcément présent, alors que la diffusion l'est toujours. Ensuite, deuxième chose assez importante, c'est que pour l'entraînement, il y a deux types d'entraînement possibles. Soit il y a l'entraînement par le mouvement du fluide, ce qu'on appelle la convection, soit il y a l'entraînement par une force extérieure, qui peut être la gravité, une interaction électrique. Donc, maintenant qu'on parle de l'origine de la diffusion. La diffusion, pourquoi elle se fait? C'est parce qu'il y a des chocs entre les particules, et qu'à chacun de ces chocs, chaque particule prend une nouvelle direction tout à fait au hasard. Ce qui nous donne un petit peu une image d'un alcoolique qui essaierait de marcher au milieu d'une foule et qui buterait dans chaque personne en se dirigeant vers une autre direction à chaque fois. Donc pour tout vous dire, ça donne un mouvement assez anarchique qui est comme ça. Voilà. Ça, c'est l'alcoolique qui se déplace à Gare de Lyon à 4h de l'après-midi. Parce qu'à 4h de l'après-midi, il est déjà bourré. Ah, c'était toi là. Exactement. Un vrai médecin. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce mouvement-là, on l'appelle le mouvement brownien. Oh yeah. Mais franchement, ne retenez pas le nom. Retenez juste que c'est aléatoire, qu'il n'y a pas d'effet mémoire. Et que ça permet d'expliquer pourquoi une solution qui au début n'est pas homogène s'homogénéise forcément après un laps de temps. Voilà. Tellement sale. Voilà. Donc ça c'est pour la diffusion et le mouvement brownien. Maintenant, on va passer à la suite. Ça c'est un peu le dessin que je vous ai fait, mais un petit peu plus beau. Je peux avouer que le mien était un petit peu merdique. Voilà. Maintenant, d'accord, ce mouvement est dû au hasard entièrement, mais on peut faire un aspect statistique de ce mouvement, c'est-à-dire ne pas chercher la position exacte de la molécule après un temps t, mais de savoir à quelle distance elle est en moyenne de son point de départ. Tout ça pour vous dire qu'on arrive sur une formule qu'il faut retenir encore absolument par cœur. Par cœur, Jésus. Mais c'est possible, dans le sens, c'est pas de couleur. Ouais. Plus des couleurs. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Viens sur la paillasse. Non. Voilà. Mais des couleurs. Du jaune, ça te va? Plus de couleurs. Donc voilà, ça c'est... Donc ça c'est une des formules les plus importantes à retenir, je pense, parce que un prof, quand il veut vous interroger et qu'il veut savoir si vous avez bien compris ce cours, pour faire des questions sur la diffusion, tout ça, il lui faut 5 ou 6 questions pour pouvoir vous faire un truc potable. Celle-là, il a besoin juste d'un énoncé, il vous pose la question. Si vous répondez, vous gagnez les points. Si vous vous trompez, ça crée pas d'erreur par la suite. Donc c'est vraiment des points qui se gagnent assez facilement. Et si vous vous trompez, c'est pas très grave, donc retenez bien cette formule. Donc après, un petit commentaire sur la formule, c'est que déjà, c'est
le carré de la moyenne. Donc j'ai pas mis ici une moyenne, mais je vais le rajouter bien sûr. Donc c'est le carré, c'est un carré. Donc on ne connaît pas le rayon, on approxime son carré. Ensuite, le petit dé que vous voyez là, c'est le nombre de dimensions. C'est le nombre de dimensions de votre problème. Donc c'est le nombre de dimensions de votre problème. Nombre de dimensions. Et ça restera jamais. Donc en gros, c'est le nombre... Je peux pas ne pas dire ce mot. C'est le nombre de dimensions de votre problème. Ne confondez pas ça avec les dimensions physiques. Ne confondez pas ça avec les unités que vous avez vues précédemment dans les cours, c'est-à-dire les grands L, les grands T, tout ça. Ici, on parle vraiment d'aspect, est-ce que c'est de la 1D, 2D ou de la 3D. D'accord? Donc, cette formule existe sous 3 formes, selon le nombre de dimensions. C'est-à-dire, R carré est égal à 2dt, R carré est égal à 4dt ou R carré est égal à 6dt. C'est les seules possibilités pour vous. Donc, à chaque fois que vous avez ça, analysez le nombre de dimensions du problème et répondez à la question, ça devrait être faisable. Voilà pour cet aspect statistique qui est fort intéressant. Ensuite, pour ce qui est de la diffusion, elle répond à un certain facteur qui est la constante de diffusion. Donc cette constante de diffusion, ce qui est important de saisir, c'est français. Ce qui est important de saisir sur ce coefficient de diffusion, c'est que ça dépend absolument pas de la particule. Ça dépend surtout des conditions extérieures et du couple solidité-solvant. C'est-à-dire que c'est pas une propriété qu'elle a en elle-même, c'est selon les conditions extérieures. Donc après, là vous avez une formule à retenir par cœur encore, qui est la relation d'Einstein. Donc c'est D égale KBT sur alpha. Donc KB c'est la constante de Boltzmann. Qu'est-ce que la constante de Boltzmann? C'est tout ça. C'est quoi? Ah mais non. Ah oui, en gros, la constante de Boltzmann, dans votre formule PV égale NRT, le grand R, et ben la constante de Boltzmann, c'est ce grand R, mais adapté à une molécule. Pour le grand R, c'est à une mole de produit, si j'ose dire. Alors que là, c'est pour une particule. Donc après, vous laissez pas bloquer sur ce genre de mots, c'est trucs un petit peu bizarre. Essayez d'apprendre cette formule, mais après, souvent, elle est donnée quand même. Mais elle est assez importante quand même, donc si vous arrivez à retenir, retenez-la, et sinon, bah, bonne chance. Donc voilà, après, le coefficient de diffusion, il vous servira surtout à la suite, dans la suite pour définir la densité de flux de diffusion. On va voir là maintenant. Donc, maintenant qu'on a présenté un petit peu ce que c'est la diffusion, pourquoi ça a lieu, et qu'est-ce que ça engendre. Qu'est-ce que ça engendre? Maintenant, on va voir la loi de Fick. Donc la loi de Fick, elle dit tout simplement que... Je vais devoir effacer les formules, je suis désolé, je sais que vous les adorez. Je vais en effacer. Donc, la loi de Fick, elle nous dit que la densité de flux de diffusion est égale à moins le coefficient de diffusion fois le gradient de concentration. Donc, s'il y en a que ça gêne le mot gradient, en fait, c'est juste que quand on met le gradient, c'est que ça peut être une dérivée de la concentration dans les trois orientations de l'espace. La plupart du temps, vous allez voir que vous aurez des problèmes à une dimension, et donc la formule de la loi de Fick que vous retrouverez, c'est celle qui est ici. Ensuite, celle-là, souvent, ils la redonnent dans les exercices. Ça les intéresse pas trop que vous apprenez ça par cœur. Mais il y a quand même quelque chose à retenir dessus, c'est l'origine du signe moins. Pourquoi il y a un signe moins, à votre avis? Quelqu'un veut participer? Personne? On est samedi matin, c'est normal.
Ok, donc pourquoi il y a un signe moins? C'est tout simplement parce que pour qu'il ait la diffusion, elle se fait à l'inverse. Elle se fait tout simplement à l'inverse du gradient de concentration, parce que si vous voulez qu'une solution devienne homogène, il faut que les molécules se déplacent vers là où il n'y en a pas beaucoup, sinon ça ne marche pas. Donc l'origine de ce signe moins, c'est vraiment pour dire ça, pour dire que ça va du côté opposé de là où la concentration est forte. Donc comprenez bien vraiment vectoriellement cette expression. Si vous voyez un gradient de concentration et que vous mettez la diffusion dans le même sens que ce gradient de concentration, dites-vous bien qu'il y a un problème. Donc ce signe moins, il est là pour ça. Ensuite, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Placez toujours la diffusion à l'inverse du gradient de concentration. Donc si dans un exercice, on vous demande de... Des fois, ils aiment bien vous mettre des petits schémas en vous demandant de placer les flèches au bon endroit. Faites bien gaffe à ne jamais mettre le flux de diffusion dans le même sens que le gradient de concentration. Voilà. C'est un des points les plus importants de ce cours. Voilà. Donc on a terminé avec la dimension et on va attaquer l'autre type de phénomène qui est l'entraînement. Donc l'entraînement, il n'est pas forcément présent et il est de deux types. Donc on a l'entraînement par les molécules du solvant ou par une force extérieure. Donc l'entraînement, on va l'appeler petit JE, enfin sa densité de flux, on va l'appeler petit JE. Donc petit JE, c'est un peu comme le petit JD. C'est une densité de flux qui exprime le mouvement le sens de progrès de l'entraînement. Donc voilà. Donc là, on va se placer en régime permanent. Qu'est-ce qu'un régime permanent déjà? C'est assez important. Le régime permanent, c'est quand la vitesse ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que dès que vous entendez dans un exercice régime permanent, vous pensez directement que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Ça, c'est très important. Régime permanent, vitesse indépendante du temps. Mais après, il ne faut pas confondre ça avec état stationnaire. Dans le régime permanent, le fluide est en mouvement. Alors que dans l'état stationnaire, le fluide n'est pas en mouvement. Voilà, donc l'état stationnaire, c'est du statique, alors que le régime permanent, c'est juste qu'il n'y a plus d'accélération. Tout ça pour vous dire ça. Vous avez vu l'accélération en terminale quand même? Voilà. Juste pour refaire un petit point. Le vecteur accélération, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. D'accord? Et s'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de variation de vitesse. C'est juste ça ce que ça veut dire. Ensuite, une fois qu'on s'est mis en régime permanent, on sait que les particules ont une vitesse fixe qui est la vitesse limite. Après, pour ce qui est de la vitesse, on sait très bien que V est égal à D sur T. Ça, vous le savez depuis la 5e, je crois. Donc V est égal à D sur T, ça veut tout simplement dire que si on cherche la distance de déplacement... 10h10 du passe 10. Vous arrêtez jamais? Non. Et il y a 10h15 après. Allez, Oh, cool. t'as tout compris. Ouais. Donc ensuite, j'en étais où? Voilà, on a la vitesse, c'est D sur T. Donc maintenant, si on cherche une distance de déplacement, c'est tout simplement égal à V fois T. Donc ici, vu qu'on a une vitesse limite, ce sera Vn. Et vu qu'on a un petit temps, ce sera un temps delta T. Voilà. Donc maintenant, on va se mettre dans des conditions basiques avec une surface orthogonale au déplacement pour trouver le sens de ce vecteur. Voilà. Donc maintenant, je vais effacer un petit peu tout ça. J'essaie toujours pas effacer correctement un tableau. Alors. Donc maintenant, on va s'intéresser au nombre de particules qui traversent cette surface orthogonale pendant le temps delta t. Donc tout à l'heure, on avait la concentration qui est égale à n sur v, donc maintenant on la déplace et on a le nombre de particules qui est égal à la concentration fois
le volume. Donc on a delta n égale c de x fois delta v. Mais là, le problème, c'est que la concentration n'est pas fixe. On n'a pas une concentration moyenne, on a une concentration selon les x. Mais ça, ce sera démontré en exercice. Donc, une fois qu'on a ça, tout simplement, on transforme le volume en S fois delta X. Puis, une fois qu'on a delta X, on sait que c'est VL fois delta T. Donc, ça nous fait la concentration, la variation du nombre de particules, c'est égal à la concentration fois la surface qu'elle traverse, fois leur vitesse, fois le temps qu'on prend. Le temps, on peut prendre ce qu'on veut, c'est nous qui le choisissons. Mais ensuite, on sait que un débit, c'est un nombre de particules par unité de temps. Donc vu qu'on a notre delta n qui est notre nombre de particules, on divise toute l'expression qu'on a au-dessus par delta t. Donc le delta t disparaît. Donc là ici, il n'y a plus de delta t. Ensuite, on a notre grand JE, mais ça ne nous va toujours pas parce que nous on a une densité de flux. Donc il faut que ce soit rapporté à la surface. Donc on divise par la surface et on arrive finalement à notre densité de flux d'entraînement qui est égale à C de X fois V limite. Donc celle-là, je vais vous la noter encore, parce qu'elle est assez importante, même si elle est donnée souvent le jour du concours. Je suis désolé. Oui, c'est vectoriel la vitesse. Voilà pour ce qui est de l'entraînement. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a deux types d'entraînement. Il y a l'entraînement par convection, c'est-à-dire par mouvement du fluide, et l'entraînement par une force extérieure. Donc, pour ce qui est de la convection, c'est tout simple parce que la vitesse limite des particules, c'est égal à la vitesse du fluide. Donc ça nous simplifie vachement la vie. Mais après, quand il s'agit d'une force extérieure, il va falloir calculer une nouvelle vitesse dans laquelle on va inclure les frottements. Donc les frottements, on l'a déjà vu tout à l'heure dans l'expression du coefficient de diffusion. Les frottements, c'est juste le coefficient alpha qu'on avait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc pour avoir notre vitesse limite quand il y a des frottements, on part de la seconde loi de Newton qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. D'accord? Donc une fois qu'on a ça, ici on a deux forces. On a notre force F qui emmène les particules, mais aussi notre force petit f, qui est la force de frottement. Donc la force de frottement, elle s'écrit tout simplement alpha. Elle s'écrit alpha fois le vecteur vitesse, mais vu que c'est une force qui pousse à ralentir, et qu'on est en vectoriel, on met bien un moins devant. Voilà. Donc pour ce qui est du bilan des forces, ici c'est plus simple que tout à l'heure, parce qu'on a la force moins alpha V est égal à M fois D de V sur D de T. Ensuite, en régime permanent, on a ceci qui est nul. Donc, vu qu'on a en régime permanent, pas d'accélération, pas de variation de la vitesse, ça nous donne que ceci ne nous sert à rien. Et donc, on a la force moins alpha vecteur vitesse est égal au vecteur nul. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, nous, ce qu'on cherche, c'est la vitesse. Donc, on trouve que F est égal à alpha vecteur vitesse. Et la vitesse, je vais vous le mettre là-bas. Je vais le mettre en gros parce que c'est assez important.
la vitesse limite d'une particule lors d'un entraînement par une force extérieure est égale à F, la force qui l'entraîne, sur le coefficient alpha. Voilà. C'est les derniers points importants du cours. Il me reste une diapo. Donc voilà, maintenant qu'on a vu d'une part la diffusion et de l'autre part l'entraînement, il nous faut maintenant la densité de diffusion totale qui va nous dire le déplacement des particules dans chaque expérience. Donc pour ça, c'est simple. On additionne le vecteur, la densité de flux de diffusion et la densité de flux d'entraînement, ce qui nous donne la loi de Fick dite généralisée qui est juste ici. Donc celle-là, je vous conseille de bien l'apprendre, mais comme dans toutes les expressions qu'on va vous donner en cours, n'apprenez pas par cœur les signes. N'apprenez pas par cœur les signes. Cherchez à retrouver pourquoi il y a un signe moins dans tel cas et pourquoi il y a un signe plus dans l'autre. Parce que si on vous donne, dans tout le cours, on vous a mis un axe orienté de telle manière qui vous donne tel signe, et que le jour J, au concours, il s'amuse à vous mettre un axe dans l'autre sens, tous les signes vont changer. Et si vous avez mis les signes que vous avez appris par cœur en cours, bah en fait vous aurez faux à chaque question. Sélection! Oui, mais ça fait peur! Donc voilà, le mot de la fin, c'est vraiment apprenez à retrouver pourquoi il y a tel signe, parce que les erreurs de signe, c'est ce qui fait le plus mal. Et franchement, c'est tellement décevant d'avoir réussi tout un exo et de s'être trompé de signe à la question 2. Et donc d'avoir 0 sur l'exo juste parce que on n'a pas pensé au fait que le vecteur était orienté dans telle direction ou telle direction. Franchement, c'est pour moi en physique le plus important, surtout dans ces cours comme ça assez vectoriels, c'est de comprendre l'origine des signes. Pour la prochaine fois, vous faites ce qui est marqué sur la diapo et si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir.